Bonjour. Alors pour les nostalgiques des lectures brunch à la Mare au Diable le dimanche matin, voici quelques extraits de 3 lectures que j'ai faites il y a quelques années, d'abord pour certaines et puis même l'année dernière pour une autre. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas les lectures brunch, c'est peut-être un moyen effectivement de les connaître aussi. Donc pour ceux qui ne les connaissent pas, je précise que dans les lectures brunch, il y a certes une lecture et puis il y a aussi un brunch. Et donc ça, le brunch, bah, peut-être vous pouvez le faire chez vous. Il y a aussi un troisième élément qui est l'accompagnement par un musicien. Alors peut-être entre chaque extrait que je vais lire, vous pouvez mettre la musique de votre choix, ce que vous aura inspiré la lecture. Donc, de ces 3 extraits, il y en a un sur les contes de Maupassant, un autre sur des textes politiques de Victor Hugo, et un troisième qui est un extrait des Mémoires de Casanova. De Maupassant, décoré. Monsieur Sacrement n'avait depuis son enfance qu'une idée en tête, être décoré. Tout jeune, il portait des croix de la Légion d'honneur en zinc, comme d'autres enfants portent un képi, et il donnait fièrement la main à sa mère dans la rue, en bourbant sa petite poitrine ornée du ruban rouge et de l'étoile de métal. Après de pauvres études, il échoua au baccalauréat, et, ne sachant que faire, il épousa une jolie fille, car il avait de la fortune. Ils vécurent à Paris comme vivent des bourgeois riches, allant dans leur monde sans se soucier du monde, fiers de la connaissance d'un député qui pouvait devenir ministre, et amis de 2 chefs de division. Mais la pensée, entrée au premier jour de sa vie dans la tête de M. Sacrement, ne le quittait plus, et il souffrait d'une façon continue de n'avoir point le droit de montrer sur sa redingote un petit ruban de couleur. Les gens décorés qu'il rencontrait sur le boulevard lui portaient un coup au cœur. Il les regardait de coin avec une jalousie exaspérée. Parfois, par les longs après-midi de désœuvrement, il se mettait à les compter. Il se disait « Voyons, combien j'en trouverai de la Madeleine à la rue Drouot ?» Il ressortait après son dîner et il allait considérer les magasins de décoration. Il examinait tous ces emblèmes de formes diverses, de couleurs variées. Il aurait voulu les posséder tous. Et dans une cérémonie publique, dans une immense salle pleine de monde, pleine de peuple émerveillé, marcher en tête d'un cortège, la poitrine étincelante, zébrée de brochettes alignées l'une sur l'autre, suivant la forme de ses côtes, et passer gravement le claque sous le bras, luisant comme un astre au milieu des chuchotements admiratifs, dans une rumeur de respect. Il n'avait, hélas, aucun titre pour aucune décoration. Il se dit la Légion d'honneur est vraiment par trop difficile pour un homme qui ne remplit aucune fonction publique. Si j'essayais de me faire nommer officier d'académie. Mais il ne savait pas comment s'y prendre, alors il en parla à sa femme qui demeura stupéfaite. Officier d'académie et qu'est-ce que tu as fait pour ça? Il s'emporta. Mais comprends donc ce que je veux dire. Je cherche justement ce qu'il faut faire. T'es stupide par moments. Elle sourit parfaitement. Tu as raison, mais je ne sais pas, moi. Il avait une idée. Si tu en parlais au député Rosselin, hein, il pourrait me donner un excellent conseil. Ouais, tu comprends que je n'ose guère aborder cette question directement avec lui. C'est assez délicat, c'est difficile. Venant de toi, la chose devient toute naturelle. Madame Sacrement fit ce qu'il demandait. Monsieur Rosselin promit d'en parler au ministre. Alors Sacrement le harcela. Le député finit par lui répondre qu'il fallait faire une demande et énumérer ses titres. Ses titres. Et voilà. Il n'était même pas bachelier. Il se mit cependant à la besogne et commença une brochure traitant du droit du peuple à l'instruction. Il ne la put achever par pénurie d'idées. Il chercha des sujets plus faciles et en aborda plusieurs successivement. Aucun bruit ne se fit autour de ses essais. Il adressa cependant sa demande, on lui répondit qu'on prenait note, qu'on instruirait. M. Sacrement se remit à l'œuvre. M. Rosselin, le député, semblait maintenant s'intéresser beaucoup à son succès. Il lui donnait même une foule de conseils pratiques, excellents. Il était décoré d'ailleurs, sans qu'on sût quel motif lui avait valu cette distinction. Or un jour,
comme il venait déjeuner chez son ami, oui, il mangeait souvent dans la maison depuis plusieurs mois. Il lui dit tout bas, en lui serrant la main, « Je viens d'obtenir pour vous une grande faveur. Le comité des travaux historiques vous charge d'une mission. Il s'agit de recherches à faire dans diverses bibliothèques de France. » Sacrement défaillant, n'en put manger ni boire. Il partit 8 jours plus tard. Il allait de ville en ville, étudiant les catalogues, fouillant en des greniers bondés de bouquins poudreux, en proie à la haine des bibliothécaires. Or, un soir, comme il se trouvait à Rouen, il voulut aller embrasser sa femme qu'il n'avait point vue depuis une semaine, et il prit le train de 9 heures qui devait le mettre à minuit chez lui. Il avait sa clé, il entra sans bruit, frémissant de plaisir, tout heureux de lui faire cette surprise. Elle s'était enfermée. Oh, quel ennui! Alors il cria à travers la porte, « Jeanne, c'est moi !» Elle dut avoir grand-peur, car il l'entendit sauter du lit et parler comme dans un rêve. Puis elle courut à son cabinet de toilette, l'ouvrit, le referma, traversa plusieurs fois sa chambre dans une course rapide, nu-pieds, secouant les meubles dont les verreries sonnaient, puis enfin elle demanda « C'est bien toi, Alexandre ?» Il répondit « Ben oui, c'est moi, ouvre donc !» La porte céda et sa femme se jeta sur son cœur en balbutiant « Oh, quelle terreur! Quelle surprise! Quelle joie !» Alors il commença à se dévêtir, méthodiquement, comme il faisait tout, et il reprit sur une chaise son pardessus qu'il avait l'habitude d'accrocher dans le vestibule, mais et soudain il demeura stupéfait. La boutonnière portait un ruban rouge. Il balbutia « Ce paletot est décoré ?» Alors sa femme, d'un bond, se jeta sur lui et lui saisissant dans les mains le vêtement. « Mais non, tu te trompes, donne-moi ça !» Et il le tenait toujours par une manche, ne le lâchant pas, répétant dans une sorte d'affolement. « Hein? Pourquoi? Explique-moi. À qui ce par-dessus? C'est pas le mien, puisqu'il porte la Légion d'honneur. » Elle s'efforçait de le lui arracher, éperdue, bégayant. « Écoute, non, donne-moi ça, je ne peux pas te dire, c'est un secret, écoute. » Mais il se fâchait, devenait pâle. « Je veux savoir comment ce paletot est ici, ce n'est pas le mien !» Alors elle lui cria dans la figure « Si, tais-toi! Jure-moi! Écoute, tu es décoré !» Il eut une telle secousse d'émotion qu'il lâcha le par-dessus et alla tomber dans un fauteuil. « Je suis, tu dis, je suis décoré? Oui. Oui, c'est un grand secret, un grand secret. » Elle avait enfermé dans une armoire le vêtement glorieux et revenait vers son mari tremblante et pâle. Elle reprit « Oui, c'est un par-dessus neuf que je t'ai fait faire, mais j'avais juré de ne te rien dire. Cela ne sera pas officiel avant 1 mois ou 6 semaines. Il faut que ta mission soit terminée. Tu ne devais le savoir qu'à ton retour. C'est M. Rosselin qui a obtenu ça pour toi. » Sacrement défaillant, bégayait Rosselin. « Décoré, il m'a fait décorer, moi, lui, Il fut obligé de boire un verre d'eau. Un petit papier blanc gisait par terre, tombé de la poche du par-dessus. Sacrement le ramassa. C'était une carte de visite. Il lut « Rosselin député ». « Tu vois bien, dit la femme. » Et alors il se mit à pleurer de joie. 8 jours plus tard, l'officiel annonçait que M. Sacrement était nommé chevalier de la Légion d'honneur pour services exceptionnels. Bon, voilà, ça c'était un texte de 1883 des Contes de la Bécasse de Maupassant. Et maintenant, pour changer de registre, on passe à une petite musique. Et maintenant, donc, des textes de Victor Hugo polémiste. Les textes politiques qui sont donc réunis sous le titre générique de Actes et paroles, en 3 volumes, avant, pendant et après l'exil. Et donc, là, ce sont 3 textes d'après l'exil. L'un, c'est une lettre de Victor Hugo au capitaine Butler à propos du sac du palais d'été à Pékin par les troupes anglaises et françaises. Voici la lettre de Victor Hugo. Hauteville House, c'est donc sa maison à Guernsey, 25 novembre 1861. Vous me demandez mon avis, monsieur, sur l'expédition de Chine. Puisque vous voulez le connaître, le voici. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Tout ce que peut enfanter l'imaginaire d'un peuple presque extra-humain était là. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine.
Charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie. Faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres. Vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les 1001 rêves des 1001 nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des pans. Supposez en un mot une sorte d'éblouissement, caverne de la fantaisie humaine ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument. Cette merveille a disparu. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un l'a pillé, l'autre l'a incendié. L'un des 2 vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des 2 bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des 2 bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. Telle est, monsieur, la quantité d'approbation que je donne à l'expédition de Chine. Victor Hugo. Alors maintenant, un deuxième texte, car on venait beaucoup le voir, où on sollicitait beaucoup son avis dans son exil sur différents sujets qui étaient l'histoire du monde de cette époque. Et donc, maintenant, un texte pour défendre un peuple européen, cette fois. Pour la Crète. C'est un texte de 1867. Pourquoi la Crète s'est-elle révoltée? Parce que Dieu l'avait faite le plus beau pays du monde et les Turcs les plus misérables. Elle s'est révoltée parce que la Crète est Grèce et non Turquie. Parce que l'étranger est insupportable. Parce que l'oppresseur, s'il est de la race de l'opprimé, est odieux, et s'il n'en est pas, horrible. La Crète s'est révoltée, et elle a bien fait. Qu'est-ce que font les gouvernements dits civilisés? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils chuchotent « Patience, nous négocions ». Vous négociez? Mais pendant ce temps-là, on arrache les oliviers et les châtaigniers, on démolit les moulins à huile, on incendie les villages, on brûle les récoltes, on envoie des populations entières mourir de faim et de froid dans la montagne, on décapite les maris, on pend les vieillards. Et un soldat turc, qui voit un petit enfant gisant à terre, lui enfonce dans les narines une chandelle allumée pour s'assurer qu'il est bien mort. C'est ainsi que 5 blessés ont été à Arcadion réveillés pour être égorgés. La politique patiente des gouvernements se résume en 2 résultats. Déni de justice à la Grèce, déni de pitié à l'humanité. Roi, un mot sauverait ce peuple, un mot de l'Europe, et vite dit, dites-le. À quoi êtes-vous bon si ce n'est à cela? Et non. On se tait et on veut que tout se taise. Défense de parler de la Crète, tel est l'expédient. 6 ou 7 grandes puissances conspirent contre un petit peuple. Quelle est cette conspiration? La plus large de toutes, la conspiration du silence. Mais le tonnerre n'en est pas. Le tonnerre vient de là-haut, et en langue politique, le tonnerre s'appelle la révolution. Et enfin avec Victor Hugo pour l'instant, un texte sur l'Europe, très célèbre puisqu'il parle de l'Europe, puisqu'on y est. Voyons ce texte. Il est du 10 septembre 1872, c'est-à-dire moins de 2 ans, à peu près, après la guerre de 70 avec l'Allemagne. Le moment semble étrange pour parler de la paix. Eh bien, jamais ce mot « paix » n'a pu être plus utilement prononcé qu'aujourd'hui. La paix, c'est l'inévitable but. Le genre humain marche sans cesse vers la paix, même par la guerre. Désormais, il n'y a plus de possible pour l'Europe que 2 avenirs, devenir Allemagne ou France. Je veux dire, être un empire ou être une république. L'Europe empire ou l'Europe république. L'un de ces 2 avenirs est le passé. Peut-on revivre le passé? Évidemment non. Donc, nous aurons l'Europe république. Comment l'aurons-nous? Par une guerre, si l'Allemagne y force la France, par une révolution, si les rois y forcent les peuples, mais à coup sûr, cette chose immense, la République européenne, nous l'aurons. Nous aurons ces grands États-Unis d'Europe, qui couronneront le vieux monde comme les États-Unis d'Amérique couronnent le nouveau. Nous aurons l'esprit de conquête transfiguré en esprit de découverte. Nous aurons la généreuse fraternité des nations au lieu de la fraternité féroce des empereurs. Nous aurons la patrie sans la frontière.
Le budget sans le parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la barrière, l'éducation sans l'abrutissement, la jeunesse sans la caserne, le courage sans le combat, la justice sans l'échafaud, la vie sans le meurtre, la forêt sans le tigre, la charrue sans le glaive, la parole sans le bâillon, la conscience sans le joug, la vérité sans le dogme, Dieu sans le prêtre, le ciel sans l'enfer, l'amour sans la haine. Il y aura sur le monde un flot de lumière. Et qu'est-ce que c'est que toute cette lumière? Et c'est la liberté. Et qu'est-ce que c'est que toute cette liberté? C'est la paix. Enfin, un extrait d'une troisième lecture qui s'est faite il y a plus longtemps déjà. C'est un extrait des Mémoires de Casanova. Donc là, Casanova est en France après une évasion tout à fait spectaculaire de la prison des Plombs, qui est sous le toit du Palais des Doges à Venise. Il est arrivé en France et l'extrait que je vais lire correspond à une soirée qu'il passe chez une certaine dame Lambertini, à Paris. La jeune personne qui m'avait frappé par sa beauté, ne connaissant aucun jeu, je lui offris un siège auprès du feu en lui demandant l'honneur de lui tenir compagnie. Elle accepte le siège, et la vieille, venue avec elle, se met à rire en me disant que j'aurais de la peine à trouver des matières propres à faire jaser sa nièce, et elle ajouta, d'un ton très poli, qu'elle comptait sur ma complaisance pour l'excuser. Il n'y a, me dit-elle, qu'un mois qu'elle est sortie du couvent. Je l'assurai que je ne croyais pas qu'il fût difficile de s'entretenir avec une personne aussi aimable, et je pris place auprès de la jolie nièce. J'étais depuis quelques minutes auprès d'elle, occupé du seul plaisir de l'admirer, lorsqu'elle me demanda qui était ce beau monsieur qui parlait si drôlement. Oh, c'est un seigneur de mon pays nommé Tiretta, qui a quitté sa patrie à cause d'une affaire d'honneur. Oh, il parle un drôle de langage, hein? Ah, c'est vrai, mais en Italie, on cultive peu la langue française. Vous savez, ici, il ne sera pas longtemps à l'apprendre, et alors on ne se moquera plus de lui. Je suis fâché de l'avoir conduit ici, car en moins de 24 heures, on me l'a gâté. Ah bon, et comment gâté? Oh, je n'ose vous le dire, car il serait possible que votre tante le trouvât mauvais. Je ne pense pas que je m'avise de lui faire des rapports, mais peut-être trouvez-vous ma question indiscrète. Ah non, mademoiselle, non, non, bien loin de là, et puisque vous le désirez, je ne vous en ferai pas un mystère. Voilà, madame Lambertini l'a trouvé de son goût. Elle a passé la nuit avec lui, et pour marquer la satisfaction qu'il lui a donnée, elle l'a affublé du surnom ridicule de comte 6 fois. Voilà l'histoire. Oh, j'en suis fâché parce que mon ami n'était pas libertin. On s'étonnera, avec raison, que je me sois hasardé à tenir un pareil langage à une jeune personne à peine sortie du couvent, mais je m'en étonnerais moi-même s'il avait été possible que j'imaginasse la possibilité de trouver une fille honnête chez une Lambertini. Je fixai mes yeux sur ceux de ma belle interlocutrice, et je vis sa jolie figure se couvrir de l'incarnat de la pudeur, mais cet indice me parut encore équivoque. 2 minutes après, qu'on juge de ma surprise, lorsque je m'entendis faire cette question. Mais, monsieur, qu'y a-t-il de commun entre coucher avec madame et le nom de 6 fois? Mademoiselle, la chose est toute simple. Mon ami a rempli en une seule nuit un devoir qu'un mari met souvent 6 semaines à remplir avec sa femme. Oh, et vous me croyez assez sotte pour aller rapporter notre conversation à ma tante? Gardez-vous de le croire. Mais je suis encore fâché d'une autre chose, dis-je. Vous me direz cela dans un instant, et sans commentaire, on peut deviner ce qui obligea la charmante nièce à s'absenter quelques instants. Quand elle revint, elle alla se placer derrière la chaise de sa tante, l'œil attaché sur Tiretta. Puis elle se rapprocha de moi, l'œil enflammé, et ayant repris son siège, elle me dit quelle est donc l'autre chose dont vous êtes fâché? Oserais-je tout vous dire? Vous m'en avez tant dit qu'il me semble que vous ne devez pas avoir de scrupules. Eh bien, sachez donc qu'aujourd'hui, de suite après le dîner, et en ma présence, il a
Mais si cela vous a déplu, il est évident que vous en êtes jaloux. Oh non, bien s'en faut, mais j'en ai été humilié à cause d'une circonstance dont je n'ose vous parler. Je crois que vous vous moquez de moi avec vos je n'ose. Oh, que Dieu m'en préserve, mademoiselle. Je vous dirai donc que j'ai été humilié de ce que madame Lambertine m'a forcé de m'assurer par moi-même que mon ami était plus grand que moi de 2 pouces. Pour le coup, on vous en a imposé, car vous êtes plus grand que votre ami. Euh, ce n'est pas de cette grandeur qu'il s'agit, mademoiselle, non, mais bien d'une autre que vous pouvez imaginer, et dans laquelle mon ami est vraiment monstrueux. Monstrueux, mais qu'est-ce que cela vous fait? Ne vaut-il pas mieux n'être pas monstrueux? Oui, c'est vrai, assurément, mais sur cet article, certaines femmes, qui ne vous ressemblent pas, aiment la monstruosité. Je les trouve ridicules, folles même. Je n'ai pas une idée nette de la chose pour me figurer la grandeur qui peut être appelée monstrueuse. Je trouve singulier que cela ait pu vous humilier. Vous ne l'auriez pas cru en me voyant? Mais en vous voyant, quand je suis entré ici, je ne pensais assurément pas à cela. Et puis vous avez l'air fort bien proportionné. Au reste, si vous savez ne pas l'être, je vous plains. Je serais humilié de vous laisser dans le doute. Voyez, je vous prie, et jugez. Mais c'est vous qui êtes le monstre, vous me faites peur. Et en achevant ces mots, le feu lui sortait par tous les pores. J'étais loin de la croire sotte, ou même innocente. Je supposais seulement qu'elle voulait en affecter les airs. Du reste, j'étais ravi d'avoir si bien saisi le moment. Je l'avais punie d'avoir voulu m'en imposer. Et comme je la trouvais charmante, j'étais enchanté que ma punition n'eût pu lui déplaire. Quant à son esprit, il m'aurait été difficile d'en douter, car tout notre dialogue avait été soutenu par elle, et mes paroles et mes actions n'avaient été qu'une conséquence de ses questions et de sa persistance. Vous n'aviez donc pas, jusqu'à ce moment, une idée juste de ce que je vous ai montré? Mais je n'en avais qu'une idée confuse. Il n'y a qu'un mois que ma tante m'a retiré du couvent, où j'étais depuis l'âge de 7 ans. Et combien en avez-vous maintenant? 17. On voulait me persuader de prendre le voile, mais ne me sentant aucune disposition pour les momeries d'un cloître, j'ai su résister. Êtes-vous fâché contre moi? Je devrais vous en vouloir, mais je reconnais que c'est ma faute, et je vous prie seulement d'être discret. Oh, ne doutez pas que je ne le sois. Et si je ne l'étais pas, je serais le premier puni. Vous m'avez donné une leçon qui me servira à l'avenir, mais cessez donc où je m'en vais. Non, non, restez, non, voilà, c'est fini. J'avais pris cette jolie main qu'elle m'avait abandonnée sans conséquence, et en achevant, elle la retira tout étonnée d'avoir besoin de son mouchoir. Mais qu'est-ce que cela? Oh, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans les 2 sexes, ce qui renouvelle le monde. J'entends, vous êtes un excellent maître, hein? Vous faites faire de rapides progrès à vos élèves, et vous débitez votre leçon d'un air d'instituteur. Vous m'avez fait faire en moins d'1 heure un voyage que je ne croyais achevé qu'après mon mariage. En êtes-vous fâché? Je dois l'être, quoique je me sente on ne peut plus savante sur une matière où je n'avais jusqu'ici osé arrêter ma pensée. En disant cela, elle prend un fagot pour arranger le feu, et comme elle était baissée et dans une posture tout à fait favorable, j'osai, d'une main téméraire, aborder le parvis du temple, et trouver la porte tellement close que, pour pénétrer dans le sanctuaire, il était indispensable de la briser. Ma belle se relève avec dignité, et, s'étant assise, elle me dit, avec une douceur pleine de sentiment, qu'elle était fille de condition, et qu'elle croyait pouvoir exiger du respect. Alors, affectant l'air confus, je lui fis 1 million d'excuses, et je vis bientôt sa charmante figure reprendre le calme et la sérénité qui lui allaient si bien. Je lui dis que, malgré le repentir que j'éprouvais de ma faute, j'étais heureux d'avoir acquis la certitude qu'elle n'avait encore fait le bonheur d'aucun mortel. Croyez, me dit-elle, que si quelqu'un doit être heureux par moi, ce ne sera que l'époux auquel je donnerai ma main et mon cœur. Alors je pris sa main, qu'elle m'abandonna, et je la couvris de baisers. Voilà les 3 extraits de ces lectures brunch. Vous voyez, dans la dernière de Casanova, on voit un peu un procédé lorsque la jeune fille
évoque vous débitez vos leçons d'un air d'instituteur. Enfin, c'est évidemment assez proche de la philosophie dans le boudoir, enfin de Sade, qui est à peu près de la même époque. Voilà. Eh bien, après ces 3 extraits, moi je vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour des extraits d'autres lectures, si ceux-ci vous ont plu, et je n'ai pas encore choisi lesquels. Et n'oubliez pas, comme dit Arthur, j'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse.